Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Alors, j'utilise ces jours-ci l'ouvrage de Kant, Projet de paix perpétuelle, et je m'appuie sur celui-ci pour démontrer que nous allons effectivement vers la paix universelle, vers la fraternité, vers la fin des hostilités entre nations, donc le dépassement du système national pour le système universel, qui est la prochaine étape de l'unification humaine. Nous sommes partis du petit clan, du clan familial, plusieurs clans se sont réunis, c'est devenu ils se sont organisés en tribus, voilà, un petit village. Plusieurs tribus se sont réunies pour devenir des cités. Plusieurs cités se sont réunies pour devenir des pays. Les pays ont évolué en nations. Là, on est en train de se fédérer au niveau continental. L'Europe, les nations européennes, les nations africaines, les nations américaines, les nations asiatiques, etc. Toutes ces structures sont déjà constituées, plus ou moins, sauf que voilà, ça prend du temps. L'évolution humaine prend beaucoup plus de temps que l'évolution d'un individu, l'évolution de l'humanité, évidemment. Alors, je m'appuie là sur le livre de Kant, Projet de paix perpétuelle. J'en suis à la deuxième section contenant les articles définitifs en vue de la paix perpétuelle entre les États. Je vais lire un tout petit peu, puis je commente, je découvre en même temps et je vais dire mes commentaires à propos de ça. L'état de paix entre des hommes vivant côte à côte n'est pas un état de nature, pour Kant, qui écrivait ça en 1700 et quelques. Statut naturaliste. Celui-ci est bien plutôt un état de guerre. L'état de nature, c'est l'état de guerre, c'est ce qui est dans notre nature, selon lui. Maintenant, pour moi, je conteste cette idée. Et évidemment, à son époque, et puis même maintenant encore, si on regarde la vie telle qu'elle est, on voit bien que la guerre, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de notre âme, de l'âme humaine, d'une certaine façon. On pourrait croire que c'est à tout jamais. Et moi, je pense que on va dépasser cet état de guerre pour passer à un état pour arriver à l'état de paix. On arrivera à faire que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Ça sera terminé. On aura dépassé ce niveau-là. Donc, toujours sinon, toujours une ouverture d'hostilité. Cependant, une menace permanente d'hostilité. C'était un peu ce qui se jouait à l'époque, c'est ce qui s'est joué au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle, on était encore dans ce mécanisme-là. Aujourd'hui, il y a encore ça, mais nous entrevoyons un fonctionnement universel qui est possible. Et pour moi, il est certain, nous allons vers cet état. Donc cet état de paix doit donc être institué, car le fait de ne pas faire la guerre ne constitue pas une garantie. Et si cette dernière n'est pas fournie par un voisin à l'autre voisin, ce qui ne peut avoir lieu que dans un état légal, l'un peut traiter l'autre qu'il a sommé à cette fin en ennemi. Voilà. Donc ça, c'est la base, l'introduction de ce deuxième chapitre par Kant. Alors, on va commenter ça. Je vais prendre la route et commenter cette chose-là sur la route. Merci de me laisser passer, c'est gentil. Voilà. Alors, donc, cet état de nature qu'il était, effectivement, c'était un état, jusqu'à présent, on peut dire, et puis même maintenant, on voit qu'il y a cette guerre qui est encore revenue sur l'Europe après presque 70 ans, enfin pas tout à fait, parce qu'il y a eu des épisodes de violence en ex-Yougoslavie, etc. Mais en Europe, on avait un peu mis
un peu éloigné cette possibilité de la guerre. C'est pas pour ça que l'Occident n'est pas allé faire la guerre ailleurs, au contraire. Donc, on voit bien que la nature de l'homme est encore soumise à cet état de guerre, puisque à la fin du communisme, on pouvait espérer que le monde aille justement vers un état de paix, qu'il choisisse la paix, puisque en gros le capitalisme avait vaincu le communisme et il y avait tout était là pour que on fasse une mondialisation heureuse, qu'en fait l'ensemble du monde se fédère autour du commerce, de la mondialisation. Donc c'est un peu d'une certaine façon ce qui s'est fait, mais au fond on se rend compte aujourd'hui que la haine, certaines haines étaient encore là. L'anticommunisme est devenu l'anti-Russie, l'anti-russe, etc. Et on voit que le système dominant, qui était les Américains, quand ils ont pris le pouvoir dans les années 90 sur l'ensemble du monde, à partir du moment où ils n'avaient plus d'adversaires, le communisme, l'URSS était effondré, il n'y avait plus cette puissance qui pouvait s'opposer d'une certaine façon au capitalisme. Eh bien, ça n'a pas empêché l'Occident de mal se comporter, de se comporter de façon à ne pas aller vers la fraternité, vers l'amitié en réalité. C'était une fausse amitié qui a été proposée quand Reagan, Bush, etc. sont allés vers la Russie qui commençait à prendre le modèle libéral, à devenir un petit peu libéral. Eh bien, on a exagéré, on a pillé la Russie. On a laissé les oligarques occidentaux ou les oligarques russes sortir les richesses, piller les richesses de cette Russie. On s'est très très mal comporté. Et donc, en se comportant mal, eh ben, on soulève de l'agressivité, des haines, des velléités. Et c'est ce qui s'est passé au fond. Il y a toujours eu une sorte de suspicion à l'égard de la Russie et je pense réciproquement. Et une suspicion à l'égard des Chinois et c'est cet état cette difficulté à passer sur un modèle de fraternité. C'est quelque chose d'assez récurrent et c'est ce qui fait qu'on pourrait imaginer que notre vraie nature, c'est une nature belliqueuse, une nature de guerre et que l'humanité éternellement, pendant encore des dizaines de millénaires, continuerait sur cette lancée-là. Eh bien non. Cet état sera dépassé. Simplement, il faut plus de temps à l'évolution humaine qu'à l'évolution d'un individu. Un individu peut passer de la bagarre à l'amitié en quelques temps, en quelques mois, en quelques jours, en quelques années. Voilà, on peut se battre entre deux individus et puis à la fin se réconcilier, etc. Là, dans l'évolution de l'humanité, on est toujours dans le même mécanisme. Simplement, ce mécanisme-là prend plus de temps. Voilà, la guerre qui est déclarée en Ukraine, eh bien, il faudra 1, 2, voire 3 décennies pour que on puisse réentrevoir peut-être une ouverture, une amitié, une réconciliation, etc. C'est tragique quand on y réfléchit, parce qu'une guerre se déclenche tellement vite, du jour au lendemain, on a changé
d'État, on est parti d'un état de paix à un état où on se bombarde, où on bombarde l'autre et on déclenche une guerre en réalité. Donc il y a ce type de problème à résoudre. Alors à mon avis, on parviendra à sortir de cet état-là. Déjà, notre conscience est à un autre degré. On comprend qu'on peut sortir de ce modèle. Que ce modèle-là, si au XXe siècle encore, les hommes avaient, je le vois en pensant à mon père, ils avaient encore cette vision du guerrier, de celui qui la guerre avait quelque chose d'héroïque, quelque chose de je sais pas, mais enfin il y avait encore une sorte de mythologie qui était présente à ce niveau. Elle est certainement présente encore à certains endroits de la planète, dans certains esprits, dans certains, etc. Mais c'est quelque chose qui est destiné à finir, parce qu'on voit que ça régresse. De plus en plus, les jeunes n'ont pas du tout ce romantisme de partir à la guerre, de partir, voilà, la fraternité, l'amitié entre les guerriers, etc., etc. Toutes ces choses qui faisaient l'acte héroïque, tout ça, ça a perdu beaucoup de puissance dans l'esprit des êtres humains. Et on peut imaginer que dans 4, 5, 6 générations, dans 6 décennies, 6, 7 décennies, à la fin de ce siècle, la mentalité aura encore évolué vers la douceur, vers la sensibilité. Et cette sensibilité qui est... et d'ailleurs, c'est bien dommage, mais cette sensibilité qu'on voit dans le fait de ne pas maltraiter l'homosexualité, ou voilà, de laisser émerger les différences, ceux qui ont cette différence, ceux qui ont une autre sensibilité, les autres sensibilités, l'acceptation de la montée de la sensibilité, c'était quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose de très intéressant parce que ça adoucit progressivement l'agressivité naturelle du macho, du mâle dominant, etc., de cette chose-là. Et ça, c'était quelque chose qui était en train de s'ouvrir avec la Russie, par exemple. Et le fait de repousser la Russie dans ses retranchements, de l'enfermer, de la repousser parce que c'est exactement ce qui s'est déroulé, le fait d'avoir agi de cette façon-là fait que ce sont plutôt les guerriers qui se mettent en position de domination. Voilà, en position de domination. Donc ce sont plutôt les guerriers qui passent là. Et on voit bien que une des premières choses, dans les premières choses qui changent, par exemple en Russie, c'est justement ce retour du macho par rapport au sensible qui commence à évoluer. Et pourtant, l'humanité doit évoluer vers le sensible progressivement. Voilà. Et on voit tous les systèmes guerriers, et on n'est pas à l'abri de cette chose-là si on repart
dans un système de guerre avec la Russie, si ça continue à se développer, si l'Europe continue à progresser vers ce sentiment de guerre, eh ben, ça sera le machisme qui repartira en avant, quoi, par rapport à avant. Voilà. Et donc, ben, c'est une erreur. En tout cas, nous allons vers la sensibilité et vers cet état de paix perpétuelle, de perfection. Et dans cette perfection, il y a la paix perpétuelle dont parlait Kant et qu'il pensait, il ne pouvait pas se projeter comme nous maintenant vers une finalité positive. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le concert des nations, l'ONU n'avait pas été imaginée, l'organisation des Nations Unies, que déjà à cette époque, toute la planète n'était pas encore découverte complètement. Il y avait encore des êtres humains dont on ignorait l'existence, etc. Donc, on n'était pas arrivé à cette idée de village planétaire, même si c'était ce qu'il espérait. Il pensait justement que l'arrivée de Napoléon, qui voulait unifier sans doute l'Europe, signait un peu la paix universelle d'une certaine façon, la possibilité d'aller vers un système universel. Et puis la déchanter, comme aujourd'hui on peut déchanter, à la sortie à la sortie du conflit entre communisme et capitalisme, eh ben on pouvait croire que c'était la fin de l'histoire, comme le pensait Fukuyama, et en réalité on est loin de là, et justement parce que Fukuyama pensait que c'était le libéralisme, ce libéralisme sauvage qui allait pouvoir, voilà. Malheureusement, Fukuyama ne peut pas avoir raison, parce qu'il est trop pro-américain, il est trop d'un modèle qui ne peut pas satisfaire l'ensemble de la planète, et qui maintenant oblige à sortir du libéralisme tout puissant, à sortir de cette liberté qu'on laisse au libéralisme de faire ce qu'il veut, en fait, avec la croyance qu'il se régulerait tout seul. En fait, non, c'est les prédateurs qui prennent le pouvoir, et c'est les prédateurs qui... ça ne peut pas fonctionner. Un libéralisme ultra-libéral ne peut pas fonctionner. Voilà, actuellement, on voit comment les laissés pour compte aux États-Unis sont à l'abandon dans les rues, voilà, tous les fragiles, les gens qui ne peuvent pas s'adapter à ce monde violent sont les chamans, en fait, les hypersensibles, ceux qui sont hyper importants pour une société, en fait. C'est grâce à ça que Athènes a été Athènes, et que Sparte, qui était pour un système dur, violent, qui écartait tous les sensibles, et ben Sparte n'a pas eu le rayonnement du tout